Bienvenue sur la chaîne Emotion Liberté d'être. Je me présente Myriam Pelletier. Ma mission avec cette chaîne-là, c'est qu'on se libère des tabous par rapport à la santé mentale et la croissance personnelle. Aujourd'hui, je vais à la rencontre d'un homme que je considère inspirant par son cheminement. Il s'appelle Gabriel Thibert. On va creuser différents sujets aujourd'hui, entre autres son parcours. C'est un homme qui a eu des entreprises, qui a été dans le monde des affaires et qui a fait un 360 un jour dans sa vision de la vie, dans ses valeurs. Fait que j'ai vraiment hâte de discuter avec lui de différents sujets. Je trouve que c'est un homme qui est sensible, qui communique d'une façon exemplaire. C'est une personne extrêmement inspirante et touchante. Donc, je vous souhaite vraiment une bonne écoute et je vous rappelle que j'ai maintenant un partenaire qui est Gucci Kombucha. Je vous remercie de croire en moi, de croire aussi en ma mission. Je vous invite à découvrir le produit avec mon code promo qui est Myriam10 pour 10% de rabais. Bonne écoute. Allô, Gab! Salut! Comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va bien. Merci d'avoir accepté de venir me jaser. Ça fait plaisir! Puis tu le sais, aujourd'hui, on va jaser... en fait, j'aime bien jaser de santé mentale, mais tout ce qui englobe la santé mentale. Donc, je m'intéresse beaucoup à l'humain puis à la croissance personnelle, à l'histoire de la personne qui vient me jaser, finalement. Puis on se connaît pas tant que ça, mais je te connais assez pour savoir que tu as un parcours super intéressant. Je pense que tu es un homme aussi qui s'assume dans sa sensibilité, dans une certaine vulnérabilité, que tu es à l'aise d'en parler. Corrige-moi si je me trompe, mais... Ben, ça n'a pas toujours été comme ça, je dirais, là, tu sais, comme... mais oui, j'ai de plus en plus... j'accepte d'être vulnérable, le côté féminin, parce qu'on est tout un féminin, un masculin, puis avant, peut-être que je refoulais une certaine partie de mon féminin, je voulais pas... tu sais, on a une certaine image, je pense, dans la société de c'est quoi être un homme fort, viril, tu sais, puis... mais être vulnérable, c'est une force, là, c'est vraiment une force. Ça prend beaucoup de courage pour être capable de 100%. De s'afficher, d'être soi-même à 100%, d'être authentique. Fait que j'ai pas toujours été comme ça, mais de plus en plus, j'essaie d'intégrer le féminin, le masculin, d'être complet. Je trouve ça fun parce que pour moi, je trouve que tu es un modèle justement d'un homme qui incarne ça. C'est les deux énergies, tout ça, puis on entend un petit peu plus parler de ça, puis je trouve ça intéressant parce que tu vois, tu sais, moi, avec mon podcast, puis c'est peut-être juste une coïncidence aussi, mais les 10 premières entrevues, ça a été que des femmes. Je pense que les femmes ont... T'es-tu sexiste, quoi? Pas du tout. J'adore parler avec des hommes, pourtant. Mais c'est ça, peut-être que j'ai senti que c'était moins naturel et fluide encore pour les hommes de parler de santé mentale. D'émotions. Dans le fond, c'est le titre de ton podcast. Oui, aussi, exactement. Les émotions, puis de les assumer, puis tu sais, d'être vraiment confortable à les nommer. Fait que je te remercie d'être là aujourd'hui, puis d'être généreux finalement là, avec moi. Ben oui. Puis peut-être que tu voudrais te présenter si jamais il y a des gens qui savent pas qui tu es. Ouais, ben mon nom c'est Gab Thibert, Gabriel, mais c'est plus Gab sur laquelle je me présente sur les médias sociaux. Puis en fait, je suis entrepreneur, j'ai fondé Libre Média, un nouveau média au Québec. J'ai un parcours, tu sais, ça fait à peu près 12 ans que je suis dans le monde des affaires. Fait que j'ai parti ma première compagnie à 17 ans. J'ai commencé dans le développement personnel puis le monde des affaires quand même jeune. Là, à partir de comme 14 ans, je savais que je voulais être entrepreneur. J'ai lu comme mon premier livre sur le développement personnel à cet âge-là. Fait que ça m'a tout de suite comme accroché. Puis, c'est ça, au fil de mon parcours, j'ai eu des hauts, des bas, des succès, des échecs, puis beaucoup d'apprentissage. Là, fait que, j'ai hâte d'en savoir plus par rapport à ça. Puis, dans le fond, là, je comprends que tu avais très jeune un mindset axé sur le leadership, l'entrepreneuriat. Ouais. Ça s'est développé beaucoup. Je te dirais, au début, ce qui m'a accroché, c'était comme la liberté, l'abondance. Je voulais... Mon rêve, j'étais sur le bord de la plage, puis là, je voyais un voilier. J'étais comme un jour, j'aimerais ça voyager partout dans le monde sur un voilier. J'aimerais ça pouvoir faire ce que je veux de mon temps. Fait que ça m'a comme accroché jeune. Puis pour y arriver, avec les livres que j'ai lus, ça disait qu'il faut que tu travailles sur toi-même. Tout est possible dans la vie, mais il faut que tu deviennes la personne qui est capable de créer des projets ou créer de la valeur assez dans le monde pour pouvoir être libre de ton temps puis tout ça. Fait que, au fil du temps, j'ai lu beaucoup de livres sur le leadership, sur
plein de sujets qui m'ont fait évoluer. Là, mais j'ai pas toujours été comme... Ben non, c'est vrai que j'ai quand même eu une tendance à être un leader assez jeune. Là, quand j'étais jeune, je jouais au hockey, puis j'étais comme le capitaine de mon équipe de hockey. Je donnais des tic-tac à tous les boys avant de commencer la game. Fait que j'étais comme... j'avais assez tôt cet élan-là d'être rassembleur. De comme... Ouais. Puis à ce moment-là, ce qui te parlait, c'était justement la liberté, l'abondance, l'argent qui t'apporte une certaine liberté. Ouais. Puis à ce moment-là, tu as fondé une première entreprise assez jeune, je pense. Oui, dans le domaine de l'asphalte. OK. L'asphalte puis le pavé uni, fait que ça a comme par rapport. Mais c'est comme mon ami du secondaire avec qui j'avais décidé de partir une compagnie. On était jeunes, naïfs, on avait 17 ans, puis on était allé un peu au cégep, on trouvait pas ça cool, on était comme OK. C'est pas nice, le cégep. Tu voulais passer à l'action. Ben, je voulais apprendre la business, mais les professeurs au cégep, c'était comme... On dirait qu'ils apprenaient de la théorie, puis ils n'avaient jamais parti d'entreprise. Fait il n'y avait pas de pratique. Tu n'apprenais pas sur le tas. Là, ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, je voulais apprendre comment partir une entreprise, puis j'allais étudier en gestion de commerce, mais les professeurs étaient comme... Tu sais, ils étaient... En tout cas, moi, j'ai peut-être juste pas été chanceux, mais je suis tombé sur des professeurs qui étaient comme plates, puis on dirait qu'ils s'ennuyaient eux-mêmes. Ils avaient pas l'air d'aimer leur job, puis ils te racontaient de la théorie. Tu voyais qu'ils ne savaient pas vraiment quoi qu'il parlait, on dirait. J'avais ce feeling-là. Fait que j'ai juste dit comme, OK, fuck it, je vais partir ma compagnie moi-même, puis on va la prendre sur le tas, tu sais. Je vais y aller en ligne. Fait que là, combien de temps t'as eu cette entreprise-là? À peu près 2 ans. On a fait 2 saisons comme de pavé uni d'asphalte l'été. Là, j'avais acheté mon camion, tout ça. Tu sais, j'étais parti avec rien, là, ma petite vanne. Puis si on cognait aux portes, on faisait du porte-à-porte. Puis là, tu sais, c'est comme ça que... Fait que t'as commencé à la base, finalement. Puis en apprenant sur le tas... Puis ça a été quoi les défis comme à travers... tellement plein de défis. Là, j'imagine. Mais c'est drôle, c'est comme la vie, je trouve qu'elle est bien faite, puis elle t'amène tout le temps les leçons que tu as besoin d'avoir pour grandir, pour évoluer. Fait que tu sais, le fait de cogner aux portes, ça forçait à sortir de ma zone de confort, à comme... Tu sais, je m'étais dit, c'est ça que je vais faire de ma vie, être entrepreneur. Fait que c'est comme, apprends-le, tu n'as pas le choix. Fait que même si ça te tente pas de cogner aux portes, tu y vas, tu cognes aux portes. Puis le monde, probablement, qui m'ont donné des contrats plus parce qu'ils avaient pitié de moi. Tu sais, comme j'étais un petit jeune de 17 ans, tu sais, j'ai déjà pas beaucoup de barbe, mais j'en avais vraiment pas, là. J'avais l'air d'un kid. Mais tu sais, au lieu de vendre des palettes de chocolat à 3$, c'était des contrats à 1500, 2000 pour refaire ton asphalte ou des choses comme ça, tu sais. Fait que... Mais il y a des gens qui ont été généreux, qui ont dit, tu sais, je vais encourager un jeune, tu sais, puis comme ça, on a pogné une couple de contrats, puis c'est de fil en aiguille, on a développé, T'as pas trop mangé tes bas, tu sais, parce que des fois, on s'imagine justement, je vais être un homme d'affaires, tu sais, on peut voir le beau côté, mais on voit pas nécessairement tout le travail qu'il y a en arrière pour y arriver. T'as-tu comme des fois fait ouf, finalement, je sais pas. Ben oui, souvent. Là. Mais tu sais, je pense que c'est une qualité. Surtout, moi, j'encourage tous les jeunes qui veulent se partir en affaires de le faire le plus tôt possible. Parce que moi, j'étais encore chez mes parents à ce moment-là, à 17 ans. Fait que tu sais, j'avais pas un gros train de vie, j'avais pas beaucoup de responsabilités, j'avais pas encore des enfants, mettons. Fait que tu sais, c'était comme facile j'avais pas grand-chose à perdre, j'avais tout à gagner. Puis quand t'es jeune, c'est ça, tu sais. Puis il y a jamais de bon moment pour se lancer en affaires, là, tu sais. Je veux dire, même si t'es plus vieux, tu peux aussi là, mais je veux dire, pour les jeunes, si c'est quelque chose que tu te dis qu'un jour t'aimerais faire, fais-le le plus tôt possible, parce que c'est là que... C'est ça prend une certaine forme de naïveté pour se lancer en affaires. Faut que tu... Parce que... c'est vrai. Si t'anticipes trop les épreuves qu'il va y avoir sur ta route, tu le feras pas. Tu vas penser à tout ce qui peut mal aller ou quoi que ce soit. Mais ça se passe jamais comme prévu. Là. Je sais pas pour toi. Oui, c'est exactement ça. Comme la ligne, elle sera jamais bien, bien droite. Ouais. Même si tu planifies pendant genre 2 ans, t'es comme, OK, ça va être telle étape. Non, la vie va te surprendre. C'est comme... Elle va te mettre des défis, des épreuves. C'est tellement comme... C'est formateur, veut pas être dans... Ben juste à son compte, tu sais, être autonome, je veux dire, ça t'apprend tellement plein de choses, là, tu sais, à dealer avec certaines insécurités ou si t'as pas une stabilité qui est financière nécessairement, d'être vraiment responsable, d'aller comme chercher d'aller chercher, c'est ça, les sources de revenus, puis tout ça. Puis suite à ça, fait que ça a duré 2 ans dans le fond. Ouais. T'as continué à évoluer dans ce milieu-là. C'est ça. Après ça, j'ai parti plusieurs entreprises. Là. J'ai eu une compagnie de dégustation de bière dans les épiceries. Je faisais la promotion des microbrasseries. On faisait des festivals aussi pour les micros. C'est très varié quand même comme... J'ai eu un centre, comme une agence de placement pour les étudiants.
Ça s'appelait Cité Emploi. Fait que là, on allait dans les écoles, on faisait des conférences, puis on faisait passer des tests de personnalité aux enfants, aux ados, si on veut, pour les matcher dans des jobs qui correspondent à leur profil. OK. Fait que là, on avait développé ça. Après ça, tu sais ça, j'ai eu ma microbrasserie. Après ça, j'ai eu une compagnie d'abri tempo. Ça s'appelait À l'abri. OK. Puis ça, t'es juste comme à l'affût des opportunités. C'est quoi qui t'a amené vers ces... Ouais, c'était comme, tu sais, c'est l'évolution, le parcours. Après 2 ans, ma première business, ça fitait plus avec mon partner. Lui, il voulait passer à autre chose. Fait qu'on a juste décidé de vendre comme notre stock puis de passer à un autre appel. Puis après ça, un autre de mes amis, tu sais, on voulait se partir une compagnie puis là, on savait pas trop dans quoi. Fait que là, on réfléchissait, on brainstormait aux idées. Puis c'est là qu'on est venu avec l'idée de l'agence de placement pour les étudiants. Et on s'est dit, ben, tu sais, on va les matcher avec leur type de personnalité. Puis c'était cool, mais au final, on a eu de la misère. C'était une bonne idée. On a eu de la misère à développer le modèle d'affaires puis comme à le rentabiliser. On avait eu genre des contrats avec le piscine, tu sais, que j'ai un bureau en gros. Mais c'était comme pas payant. Puis en tout cas, il aurait fallu persévérer beaucoup plus longtemps. Finalement, comme ce projet-là, il a comme juste tombé. Fait que là, après 1 an, fait que là, je cherchais encore d'autres idées. Moi, j'aimais la bière de microbrasserie. J'ai commencé à brasser... comme à 16-17 ans, comme j'ai commencé à faire ma propre bière. Fait que là, Fait que là, je rêvais d'ouvrir une microbrasserie, puis j'étais comme, OK, mais là, j'ai pas d'argent, tu sais, ça prend du gros cash pour ouvrir une microbrasserie, les équipements, tout ça. Fait que là, j'étais comme, comment je peux rentrer dans l'industrie des microbrasseries, mais sans mettre autant d'argent. Fait que là, c'était comme, je vais les aider à se promouvoir. J'ai parti comme une compagnie de marketing pour les microbrasseries. Fait que là, c'était pas... ça coûtait moins cher de juste une table, des petits verres, puis tu sais, je prenais la bière, des micros, puis on faisait déguster ça dans les épiceries. Puis là, j'ai monté une couple d'employés là-dedans. Je savais que c'était comme pas très, très payant. Puis là, en tout cas, j'avais décidé de tasser. Tu sais, j'écoutais mon intuition, mon feeling, puis quand mon feeling me disait, OK, tu sais... T'as essayé ce que t'avais à essayer. C'est ça. T'es venu à bout de cette idée-là. Quand je tripais plus sur l'idée, ou je sentais que je pouvais pas l'amener où ce que je voulais nécessairement. Un de mes mentors m'avait dit, c'est un modèle d'affaires-là, il faudrait que tu montes à une centaine d'employés pour que ça soit vraiment payant comme tu voudrais, de faire des dégustations dans les épiceries. On chargeait comme 25 $ aux brasseries, puis on payait 15. En tout cas, au travers de ça, il fallait que je paye le matériel, tout ça. Fait que c'était pas très payant au final. Fait que là, essayer d'autres choses. C'est ça, exact. On recommence. Essai-erreur. Mais tu t'es vraiment permis finalement d'essayer plein de choses. Puis est-ce que, genre, dans le processus, tu te mettais une pression pour que, justement, là, ça fait une couple de... whatever, ça fait quelques fois que j'essaye quelque chose, ça marche pas. Y avait-tu un peu cette pression-là de comme devoir réussir ou t'étais vraiment à l'aise avec le fait que, j'ai appris, ça sera pas ça, on va essayer d'autres choses? C'était quoi ton mindset? Je te dirais, c'est un mix des deux, tu sais. C'est sûr que le regard des autres, ça a une importance. Ça l'avait plus une importance aussi à ce moment-là. Mais, je sais pas, ma volonté était tellement grande de réussir que j'étais juste... Je vais faire whatever it takes. Peu importe ce qu'il va falloir que je fasse, je vais le faire. Puis c'est comme... Il n'y avait rien pour t'arrêter à ce moment-là. C'est ça. Puis c'est ça la fougue de la jeunesse aussi. C'est ça la force. Quand t'es jeune, on dirait que t'es unstoppable. Puis tu fonces dans le tas, t'es prêt à subir les défis et tout ça. Mais je trouve ça le fun que t'en parles, de dire que ça n'a pas été instantané, là. Vraiment pas. 12 ans... 12 ans. Ça fait 12 ans maintenant, mais je veux dire, j'ai eu des hauts et des bas. Après ça, ma compagnie de tempo, ça a été mon plus gros succès, si on veut, mais en même temps, j'ai fait faillite avec cette entreprise-là. J'ai eu une faillite commerciale à 24 ans. J'avais monté cette business-là, j'avais une trentaine d'employés, 30-40 employés. Puis on avait jeune, 3 magasins. Fait qu'en 3 ans, on avait vraiment comme une grosse croissance. Puis ça a été très, très formateur aussi. Oui, c'est ça. C'est dur aussi à gérer, ce côté-là de comme expansion rapide. C'est d'autres défis, j'imagine, que tu as eu à vivre dans ce moment-là. Oui, vraiment. Vraiment, c'est ça. Puis c'était comme... Tu sais, ça, trop de croissance rapide, plein de défis qui sont arrivés sur ma route, mais j'ai appris beaucoup avec ça énormément. Puis tu sais, je pensais... être comme au top du monde là, quand j'avais mes 30 employés, 3 magasins, j'étais comme t'avais un peu monté Mais pas
Un peu, tu sais, c'est ça, un peu. J'ai finalement réussi. Exact. Ouais, je pensais que j'avais made it. Là. J'étais comme, OK, ça faisait déjà 6-7 ans, tu sais, 4 business, 4-5 business. Puis là, j'avais comme 3 magasins, plein d'employés. Tu sais, tout rentrait, le cash rentrait, tout roulait, ça allait bien. OK. Puis 3 mois plus tard, les choses se sont mis à déraper. Puis c'est ça. Des fois, ça peut, tu sais, ça a monté vite. Ouais. En comme 2 ans, j'avais ouvert 3 magasins, 30 employés, puis ça a descendu vite aussi. Y a-tu des erreurs à travers ce parcours-là, justement, le fait que tu n'avais pas 20 ans d'expérience en arrière de la cravate, là? Fait que, tu sais, j'imagine qu'il y a peut-être des erreurs ou des choses que tu as fait que tu referais plus maintenant? Ou... Ouais, vraiment, c'est sûr. C'est sûr que c'était une business pas facile aussi parce que c'était saisonnier. Fait qu'on on devait comme tout engager une équipe de 30 personnes. Puis après ça, c'était des gens temporaires qu'on engageait. Fait que là, ils ont moins un sentiment d'appartenance vu que fait qu'à chaque année que tu recommences, t'as des nouvelles équipes. Okay, c'est des gars de souvent de la construction ou tu sais c'est des travailleurs autonomes qu'on engageait aussi pour installer les abris. Le problème ça a été beaucoup au niveau des installations, tu sais parce que c'est comme des opérations complexes, fallait que tu traînes tous les poteaux, tu sais c'est gros là, un abri Tempo là, surtout des abris doubles, en tout cas c'est des en tout cas c'était tu sais on n'avait pas de problème à vendre puis à faire le marketing, on avait 300 appels qui rentraient des clients par jour, c'était on aurait pu vendre beaucoup plus que ce qu'on vendait mais c'était livrer la marchandise, tout le côté opérationnel, logistique. Main-d'œuvre, puis tout. Puis ça prend quand même de l'expérience, je pense, tu sais, de s'improviser. C'est complexe, là, je veux dire. C'est incroyable, là, quand être entrepreneur, t'as tellement de chapeaux. Puis c'est difficile d'être expert en tout, là, je veux dire. On a des forces, mais c'est comme ça nécessite d'être super complet, je trouve. Ouais. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, mais ou sinon, dans tes faiblesses, d'aller comme chercher justement des gens pour t'épauler dans les éléments que t'as peut-être moins de connaissances, là, mais c'est vraiment quelque chose, là, être en affaires, surtout jeune comme ça, là, c'est fou, tu sais. Puis quand tu me parles que t'as vécu une faillite à ce moment-là, c'est-tu la fin du monde pour toi? Non, heureusement, j'avais quand même bien fait les choses. Je veux dire, j'ai été chanceux quand même parce que ça a été une faillite juste commerciale. Moi, personnellement, j'ai pas été affecté. Puis c'est ça la beauté d'une incorporation. Quand tu es en business, je recommande d'aller vers une incorporation à tout le monde parce que c'est une entité séparée de toi. L'incorporation, c'est pas toi. Ça vient pas ramasser tes effets personnels. Ouais, à moins que tu endosses personnellement des prêts ou des choses comme ça. Là, si la business crash, tu vas crasher avec la business aussi. Mais je veux dire, au début, ça t'offre une certaine protection parce que c'est ça. Si jamais il arrive quoi que ce soit, si tu te fais poursuivre ou s'il arrive un accident ou peu importe, c'est comme tu as au moins une protection, je veux dire, par rapport à ça. Fait que, mais oui, c'est sûr que ça a été tough. Là. Je dirais pas comme c'était comme facile, on fait faillite. Tout mon monde s'est comme écroulé. Là. Ça faisait 4 ans que je bâtissais cette entreprise-là. C'était comme mon plus gros succès jusqu'à date, là, tu sais, où est-ce que fait que c'est sûr que ça a été comme difficile. Ça a été un bon coup pour l'ego aussi de dire comme, OK, tu pensais que tu étais au top, tu pensais que tu avais réussi, tu avais made it, mais là, c'est comme, retrousse-toi les manches puis recommence, là. Fait que... C'est quoi la plus grande leçon, mettons, que tu retirais de tout ça? D'être patient. Okay. Je dirais la patience parce que j'étais impatient de vouloir grossir rapidement puis tout ça. Puis je sais qu'avec du recul, si j'avais été plus patient, j'avais moins voulu faire les choses en grand, trop vite, trop gros, j'aurais probablement, tu sais, cette business-là existerait encore aujourd'hui probablement, puis j'aurais été plus loin dans mon parcours où est-ce que je suis, mais tu sais, tout est parfait, j'ai pas de regrets face à ça, sauf que c'est sûr que c'est une leçon que patience, c'est important là, quand même. Ouais. Comme tu dis, il fallait que tu vives ces épreuves-là pour justement évoluer, faire les choses différemment par la suite, tu sais, puis je pense que la majorité des entrepreneurs qui ont vraiment beaucoup de succès, là, tu sais, on pense que justement ça a été instantané, puis qu'ils ont lancé leur première entreprise, puis que là, genre, ça a explosé, mais en arrière, souvent, il y a eu plusieurs, tu sais, échecs ou, tu sais, des choses qui n'ont pas fonctionné, ils ont eu des difficultés, tu sais, puis je trouve ça important d'en parler, tu sais, puis j'imagine qu'à ce moment-là, justement, comme tu dis, c'est une claque sur l'ego, puis c'est comme de redéfinir un petit peu ton monde, tu sais, j'imagine qu'il y a des prises de conscience aussi à travers tout ça, parce que tu dis, bon, je reviens un peu au point de départ, vers où que je veux m'en aller, fait que tu peux comme revoir un peu
ta direction, finalement. Ouais, vraiment. Puis tu repars avec plus d'expérience, de connaissances, de bagages. T'es plus la même personne. Fait que c'est sûr que ça, tu perds pas ça. C'est ça qui est le fun dans ton parcours. Même si il t'arrive un échec ou quoi que ce soit, toi, en tant que personne, tu gardes les connaissances, tu gardes tout ce que tu as appris. Fait que tu repars pas à zéro non plus. Il faut plus en parler, justement, normaliser le fait que, comme, autant des échecs personnels, relationnels ou whatever, que faut être à l'aise d'en parler parce qu'au final, on en vit tous. Là. C'est pas vrai que toutes nos relations, que tous nos projets fonctionnent. Là. Ouais. La majorité ne fonctionne pas, finalement. Ouais. C'est vrai, ben oui, tellement. Moi, pour moi, c'est quelque chose... Moi, j'ai jamais vu l'échec négativement, ou en tout cas... C'est pas une fatalité pour toi, maintenant. Ben non, vraiment pas. Ouais. Même que moi, je vois ça positivement. Mon regard envers l'échec est positif, mais c'est pas le cas de tous. Ouais. C'est juste qu'il faut arriver à, justement, peut-être changer ce regard-là en tant que société, en tant que gens. Là. Mais tu sais, je veux dire, c'est ça. Pour moi, ça a toujours été comme ça fait partie du processus. Je regardais, j'ai lu beaucoup de biographies dans mon parcours aussi, fait que je voyais des entrepreneurs justement quand tu fies pas juste aux apparences puis en superficie, comme tu dis, des fois tu dis lui il a le succès facile, tu sais quoi que ce soit, mais souvent derrière, quand tu apprends l'histoire, il y a eu comme plein d'échecs, plein d'essais, d'erreurs, puis t'es comme de... Ouais. Fait que, ouais. On a souvent plus de respect aussi envers les entrepreneurs quand on comprend tout le travail en arrière, parce que c'est facile d'attirer la jalousie quand que les choses fonctionnent. Mais ça fait peut-être des années que cette personne-là, là, elle pagaille elle a fait des sacrifices pour y arriver, fait que je trouve ça le fun de voir le parcours, puis suite à cet événement-là, qu'est-ce qui est arrivé pour toi? Tu as continué dans le monde des affaires? Ouais. Une semaine après, je suis reparti une autre business. Ouais. On se vire de bord. Ouais. Une semaine après, je suis reparti dans l'immobilier avec un ami aussi que... Lui, ça a bien donné. La vie fait bien les choses encore une fois. On s'est rencontrés... en fait, peut-être pendant que je faisais faillite à peu près. Fait que lui, puis là, il voulait se partir dans l'immobilier. Ça faisait longtemps. Il y avait des mentors à lui qui enseignait des façons d'investir dans l'immobilier commercial. Fait que là, il m'a tout de suite... On s'est parlé, ça faisait longtemps qu'on se connaissait. Puis c'était comme, OK, on repart, let's go. Puis à ce moment-là, est-ce que la spiritualité, ça faisait comme partie de ta vie ou t'étais vraiment t'étais dans le développement personnel, mais j'ai l'impression que t'étais plus axé sur le mindset, justement, puis l'entrepreneuriat. Ouais. Puis je pense qu'éventuellement, t'as comme ouvert une nouvelle porte qui est la spiritualité. Ouais. Je sais pas, c'est où dans ton processus? Ouais, c'est ça, c'est... j'étais plus comme dans le développement personnel, puis à ce moment-là, je pense pas encore tant que ça dans la spiritualité. Okay. Non, c'est pas vrai. C'était à peu près vers la fin de... Dans la dernière année, avant que je fasse faillite avec À l'abri encore, que j'ai commencé... Parce que j'allais dans des événements de réseautage, des conférences, des formations d'entrepreneuriat, tout ça. Puis là, dans une des conférences où j'étais, il y a une fille qui s'est levée puis qui a dit « Moi, je fais des soins énergétiques. » Puis là, j'avais comme eu des frissons partout sur le corps quand elle avait dit ça. J'étais comme ça me parle. Comme... Okay. Fait que là, j'étais allé la voir à la pause. J'ai dit, hey, comme ça m'intéresse ton truc là, de soins énergétiques. Elle était comme, OK, ben viens, on va t'en faire un. Puis là, j'avais aucune idée c'était quoi nécessairement. Okay. Fait que j'étais allé là-bas. 2 chamans qui sont là, qui m'accueillent, ils brûlent de la sauge quand j'arrive. Ils ont comme une grosse, un gros bâton avec des plumes d'aigle, puis... OK, c'est une vraie expérience. Ouais. Là, j'avais aucune idée à quoi m'attendre. Ouais. J'arrive là-bas comme un peu naïf, c'est ça. Puis là, mais t'avais une ouverture, t'avais une curiosité. Là. Ouais, j'ai toujours été très curieux. Un désir d'apprendre, de comprendre, puis tout ça, le monde qui nous entoure. Puis là, j'arrive là-bas, c'est ça. Fait que là, je me mets à ressentir de l'énergie spéciale en dedans de moi. Quand ils me font le soin, les deux, ils mettent des mains, ils me donnent des instructions. Prendre une respiration, là, fais ci, fais ça, là, couche-toi sur la table. Puis là, les deux, ils font leur truc. Puis je me sentais... je pense que la spiritualité, pour moi, c'est pas quelque chose que tu dois... lire ou croire en l'aveugle, c'est quelque chose que tu dois expérimenter, comme dans le concret. Puis quand, pour moi, en tout cas, c'est mon expérience, quand tu le vis, quand tu ressens des énergies, quand tu ressens quelque chose dans ton corps physiquement, comme tu peux le toucher, c'est ça, c'est tangible. Fait que pour moi, c'est ça qui m'a comme un peu amené à en vouloir plus, puis comme à faire plus de recherches, à essayer de comprendre. Puis c'est ça, ça m'a amené... Puis durant ce moment-là, justement,
qu'est-ce qui t'avait impressionné? C'est comme de reconnecter avec toi? C'était ce que les Le feeling intérieur, vraiment, comment je me sentais, mon état de conscience, comment que j'avais plus conscience de mon corps, comment que l'état dans lequel je me sentais vraiment bien, reposé, zen après le... Puis tu sais, c'était là. J'étais allé, je savais pas à quoi m'attendre, j'y croyais pas nécessairement aveuglément, j'étais pas comme... Ouais. Fait que ça t'a ouvert une porte sur un nouveau monde un peu que tu connaissais pas nécessairement, finalement. C'est à partir de là que ça a déboulé un peu, que t'as voulu peut-être t'intéresser davantage à d'autres trucs qui touchent à la sphère. À la spiritualité, exact. Tranquillement, lire plus des livres à ce sujet-là. Puis, mais quand tu ouvres la porte à ce monde-là, il y a une citation qui dit when the student is ready, the teacher appears. Comme quand tu es prêt à quelque chose, la vie va t'envoyer les leçons pour comme ton évolution. Puis là, à ce moment-là, j'étais comme prêt à accepter plus des leçons par rapport à ça. Fait que là, la vie m'a amené des rencontres, des personnes, des livres, que quelqu'un m'a dit « Ah, lis ce livre-là. » Puis là, je suis comme « OK, parfait. » Là, tu suis le flow de la vie, puis ça t'amène où est-ce que tu dois aller, tu sais. Puis t'as-tu eu d'autres expériences de ce genre-là? Tu parlais de chaman tantôt. Ben c'est ça, c'est même deux chamans-là que j'appelle. Brigitte et Chantal m'ont invité. Quand la COVID a commencé, on a été chanceux. Ils nous ont invités parce que le frère d'une des deux chamans a bâti un resort de chalets dans le nord, dans le coin de Morin Heights. 95 chalets en bois rond. Des affaires comme à 3-4 millions, là, les gros chalets. C'est table de billard, spa, sauna, tout le kit, là, full bien équipé. Puis là, quand la COVID a frappé, ils ne pouvaient plus louer les chalets. Habituellement, ils les louaient à des... C'est ça. Fait que là, ils nous appellent puis ils nous invitent une semaine ou deux après que le premier confinement est arrivé. Ils sont comme, hey, ça vous tente-tu de venir passer un petit peu de temps dans des chalets? Ils nous envoient des photos des chalets. On est comme, ouais. Tu connaissais ta femme aussi à ce moment-là? OK. Ouais, j'avais envoyé Audrey faire une cérémonie avec eux autres aussi. Puis là, c'est ça. Fait que comme on s'en va là-bas, finalement, on a passé 3 mois dans le bois, dans les chalets avec eux autres. Aussi, toute la gang a suivi. Là. Ouais, exact. Là, on venait d'avoir notre deuxième bébé, Elliot, mon garçon. Fait que là, on s'en va là-bas. Puis finalement, on a passé 3 mois à faire des méditations, faire des soins, faire toutes sortes d'affaires avec eux autres. Incroyable. Puis ça a été vraiment, c'est ça, une belle expérience. Puis ça m'a encore plus amené dans le chemin, je dirais, de la spiritualité, de l'expérimentation c'est quoi, mettons, un chaman, là, plus concrètement? C'est une bonne question. Honnêtement, il faudrait le demander à un ou une, mais moi, je suis pas... mais tu sais, je pense que c'est quelqu'un qui cherche à aider à guérir. Qui aide à guérir, un guérisseur, au final, on pourrait l'appeler peut-être un guérisseur, mais qui travaille avec la sagesse ancestrale. Tu sais, parce que ça fait longtemps qu'on évolue, l'humain, pareil. Des fois, on a tendance à l'oublier, puis ça, c'est quelque chose de chronique à l'humain. On pense que notre génération est meilleure que la dernière ou comme plus avancée. Tu sais, on pense, mais... Ouais, je comprends. Au final, comme v'là 1000, 1500 ans, 2000 ans, 5000 ans, 10 000 ans, des fois, il y avait des technologies plus avancées qu'on a aujourd'hui pour bâtir les pyramides, par exemple, pour plein de choses comme ça. Tu sais, il y avait du savoir que même aujourd'hui, des ingénieurs comprennent pas comment ils ont fait pour bâtir des pyramides parfaitement symétriques. Fait qu'il y a beaucoup de leçons dans l'histoire quand tu t'ouvres à ça, puis t'as un peu l'humilité de dire, OK, on a une technologie avancée, on a des cellulaires, on a des choses comme... Mais en même temps, on a beaucoup à apprendre des anciennes civilisations qui sont venues avant nous, puis qui ont déchiffré plein de choses, tu sais, fait que... Puis dans ma tête, c'est aussi la reconnexion avec la base, la nature, je pense. Là. Ben, en tout cas, c'est ma connaissance un peu de ce milieu-là, là, de justement reconnecter avec soi, reconnecter avec la nature. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup l'utilisation des plantes aussi à travers ce... Oui, c'est des chamans, t'en as en Amérique du Sud qui expérimentent avec l'ayahuasca. T'en as des chamans aussi qui... de différentes traditions où est-ce qu'ils ont appris plus les soins... énergétique, il y en a d'autres qui travaillent les champignons par exemple, on en parlait un peu avant le podcast. Fait que c'est toutes des médecines en fait là. C'est juste que dans le monde moderne, on a des industries qui sont très 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 payantes comme l'industrie pharmaceutique entre autres et médicale, tout ça. Fait que tu sais, ils essaient de garder, je pense, un certain contrôle sur l'argent, c'est très, très payant. Je veux dire, c'est des industries de plusieurs centaines de milliards de dollars, des
des billions. C'est comme, ça n'a même pas rapport l'argent et le pouvoir qu'ils ont, ces gens-là. Fait que toute forme de médecine autre qui est pas payante, c'est-à-dire des plantes, la nature, tu sais, c'est pas payant. Faire des jeûnes, admettons, moi, j'ai expérimenté avec le jeûne aussi. Wow, OK. C'est une médecine aussi, puis ça fait des milliers d'années que ça existe, mais ça coûte rien, il faut jeûner, c'est juste tu manges rien, tu bois de l'eau, c'est pas payant pour les pharmaceutiques. Ouais, exact. On va pas te dire que c'est une forme de guérison, Ils veulent pas trop en parler, ils veulent pas trop que les humains soient conscients qu'il y a d'autres façons de se guérir que de prendre une pilule pour calmer un mal, là, finalement. Fait que, tu sais, je serais curieuse de savoir c'est quoi les outils ou les expériences que tu as fait là, à travers ces mois-là. Tu parlais de méditation. Est-ce qu'il y a-tu des rituels? Des rituels, on a fait des rituels aussi avec les champignons, juste des tisanes de champignons. OK. C'est du... Psilocybine. OK. Fait que toutes sortes de rituels, de méditation, de... soins énergétiques, reconnexion avec la nature. Puis, qu'est-ce que ça t'a apporté, finalement, tu disais le rituel avec les champignons, parce que c'est un sujet que je voulais un peu traiter avec toi. Je m'intéresse tranquillement au microdosing, au psychédélique. Moi, j'ai mon copain très connaisseur de tout ça. Il s'informe beaucoup. Plusieurs chaînes qui traitent de ça. C'est maintenant légal, je pense même ici à Montréal, là, de faire des thérapies assistées avec certaines molécules qui est, je me souviens plus trop quoi, psychédélique / champignons, là, justement. Puis, pour moi-même l'avoir expérimenté, j'ai fait des vrais trips, là, qu'on appelle, des vrais trips avec mon copain, puis tout ça. Puis, je trouve que c'est tellement quelque chose que les gens devraient découvrir. Je vais pas faire la promotion de ça parce que je suis pas encore à l'aise vraiment de faire la promotion de tout ça. Mais si je peux parler pour moi, là, l'expérience que moi j'ai vécue, ça m'a ouvert sur un autre monde, mais en fait, ça m'a connecté à un autre niveau avec moi-même. Des fois, tu penses être conscient, tu penses te connaître, mais veux pas, t'enfouis beaucoup de choses. On a des couches, là, comme un oignon. Oui, totalement. C'est ça. Puis c'est de la souffrance ou des blessures ou des... C'est ça, des petits traumas, des petits trucs de ton enfance encore que tu n'as pas nécessairement digéré. Souvent, on a tendance, je pense que c'est inconscient à les refouler puis à pas nécessairement vouloir aller là parce que c'est souffrant, là, tu sais. Fait que, je veux dire, on fuit, on est dans le déni. Puis moi... ça a été un outil pour moi, pour m'aider justement à guérir. J'étais dans un épuisement professionnel dans ce moment-là, puis ça m'a aidé à faire face à tout ce qu'il y avait en moi, là, tu sais, finalement, puis d'accueillir aussi les souffrances, puis le côté plus sombre, parce qu'on en a tous un, là, tu sais. Puis ça m'a comme permis d'accueillir ça, puis je sais qu'il y a les microdosings aussi, tu sais, que j'entends parler, que je m'ouvre vraiment à ce monde-là, puis j'étais vraiment fermée à tout ce qui touche aux drogues avant, tu sais, parce que pour moi, ça pouvait pas être une solution. Tu sais, le mot drogue, j'étais comme, ça peut pas être un outil pour moi, tu sais, parce que je voyais... Tes parents, est-ce qu'ils étaient un peu contre ça, ça joue des fois dans la perception de la chose. Là, c'est clair, tu sais, moi, je viens de Rimouski, je viens de région, je veux dire, non, là, tu sais, mes parents sont pas ouverts à ça, ils ont pas nécessairement ces connaissances-là. J'ai jamais eu de discussion à ce sujet-là avec mes parents, tu sais, peut-être qu'éventuellement, encore en date d'aujourd'hui, là, c'est pas... non, peut-être qu'elle a entendu... S'ils écoutent le podcast, ils vont le savoir. Elle a entendu parler peut-être dans mes stories, là, puis... mais j'ai pas eu de grosses discussions, c'est ça, à ce sujet-là, mais, tu sais, j'ai eu des gens autour de moi qui ont souffert à cause de la drogue, tu sais, parce que, je veux dire, c'est pas juste du beau, là, on s'entend, là, tu sais, la cocaïne, entre autres, tu sais, moi, j'ai travaillé beaucoup dans les bars, fait que j'ai été confrontée à des gens qui souffraient, puis de leur consommation, là, fait que, tu sais, c'était vraiment ça que c'est l'idée que j'avais en tête, j'étais comme, pour moi, ça pouvait pas être une solution, mais que mon chum m'en parle, tu sais, avec une connaissance plus scientifique, théorique, là, que moi, j'avais pas du tout, ben je me suis ouverte, je lui ai fait confiance, puis je me suis dit, je vais l'essayer, tu sais, puis pour moi, ça a été vraiment révélateur, fait que je sais pas, pour toi, ton expérience. Moi aussi, j'ai commencé jeune, à 15 ans à peu près, je pense, j'ai fait mon premier trip de champignons, puis au début, c'était avec des amis au secondaire où est-ce qu'on faisait juste triper, puis faire des conneries, mais
Mais vraiment, je pense que ouais, ça ouvre des portes, j'ai l'impression, dans ton esprit. Ça t'ouvre à plus large. J'ai l'impression que peut-être aussi, en fait, les études démontrent que c'est beaucoup, ça coupe l'ego. Puis ça ramène plus, ça tasse l'ego de côté pour que tu puisses accéder à peut-être plus de ce que tu es vraiment. On n'est pas juste notre identité à laquelle on s'affiche. Fait que c'est... ouais, je pense que retoucher, de reconnecter avec qui tu es vraiment, dans le fond. Exact. Parce que, l'ego, c'est un sujet aussi, que j'aime bien parce que, au final, on a tous un ego. Puis je pense que, on est conscient de notre image. On est dans une société aussi qui est quand même axée beaucoup, sur la performance, sur avoir du succès, sur être reconnu. Bien paraître. Ouais, bien paraître. Fait que, je pense que des fois, on en vient à agir d'une certaine façon aussi pour plaire ou en étant conscient de ce qu'on a l'air, mais ça fait en sorte qu'on s'éloigne un peu de qui on est profondément, genre. Notre essence, ouais. Puis, absolument. Ta relation avec ton ego, toi, maintenant, t'avais un ego fort, je pense, plus jeune ou? Ouais, je dirais oui. Je pense que c'est avec plusieurs couches, je pense, des fois, où comme plusieurs stades d'évolution dans notre relation avec notre ego, j'ai l'impression, comme au début, tu prends conscience que, OK, comme il y a une séparation, il y a l'ego, puis il y a moi, il y a comme là, OK, je suis capable de, comme, des fois, je pense que l'important, c'est l'ego ne t'utilise pas, que ça soit toi qui utilises un peu l'ego, ton identité, mais que tu sois conscient que justement quand ça peut venir te nuire, quand mettons t'es dans une argumentation avec quelqu'un d'autre, est-ce que tu veux juste avoir raison ou t'es-tu vraiment en train d'écouter l'autre Fait que c'est de développer notre relation avec notre ego, puis je sais pas, de plus en plus c'est quelque chose que j'approfondis, puis je pense que c'est comme un apprentissage d'une vie là. Je pense pas que tu peux dire moi, il y en a des fois qui ça me fait rire, ils disent moi j'ai pas d'ego, moi j'ai plus d'ego, mon Dieu, mais non, c'est clair. Elle va venir te fesser dans pas long, là. Ouais. Non, c'est ça. Elle va toujours être là. Dans le fond, comme tu dis, c'est un peu d'être plus conscient, finalement, de l'apprivoiser. Puis comme tu dis, de lui donner peut-être moins de pouvoir. Parce que c'est sûr, si t'es pas conscient, que t'as un ego, puis tout ça, il va avoir le contrôle sur toi. Il va impacter comme ta façon d'agir, là. Ouais. Mais, non, je trouve vraiment que c'est un sujet... C'est un sujet flou un peu, parce que c'est pas c'est ça, c'est pas tangible. Là. Voici mon ego. Il y a plein de dimensions, puis il y a plein de... Ouais, c'est vraiment fascinant. Là. Puis, à travers tout ce processus-là, en fait, est-ce que c'est là un peu l'élément déclencheur que tu dirais que ça t'a encore plus comme ouvert sur ta spiritualité ou, y a-tu comme un élément... Quand les champignons, tu veux dire? Ouais, les champignons ou ce 2-3 mois-là avec ces personnes-là. Ouais, c'est sûr que le 2-3 mois dans les chalets, ça a été puissant, vraiment. Puis après ça, je suis ressorti, puis en tout cas, ça nous a vraiment, ça a accéléré notre développement. Moi puis Audrey, on a vécu plein d'événements, mais je pense que la COVID, ça a été beaucoup ça pour beaucoup de gens, là, comme ça a brassé beaucoup de choses dans nos vies personnelles, professionnelles. OK. Puis c'est comme... Parce que tout de suite après, quand je suis revenu, ça a splitté avec mon partner avec qui je m'étais lancé dans l'immobilier. OK. Là, je me suis retrouvé un autre partner. On a déménagé en Estrie. Après ça, on a déménagé à la Prairie. Ah ouais, OK. En tout cas, il s'est passé plein de choses dans les 2 dernières années. Mais puis c'est aussi après les 3 mois que j'ai commencé à faire quelques vidéos sur la situation de la COVID parce que je trouvais que il y avait comme juste un seul point de vue dans les médias. Puis je trouvais comme... peut-être des fois c'était exagéré. Bref, je trouvais que les gens on dirait qu'il y avait beaucoup de gens qui pensaient quelque chose puis ils n'osaient pas le dire. Je sentais comme ce climat-là, là, que c'était comme c'est tabou, on peut pas en parler. Puis j'ai l'impression que ce 3 mois-là dans le bois, dans la nature, m'a comme permis d'être bien groundé, d'être bien centré sur moi-même pour pouvoir être intègre puis comme m'assumer mes opinions, pouvoir prendre position sur ça. Fait que là, naturellement, comme je l'ai fait, puis en janvier l'année suivante, comme ça a été en 2020 qu'on était dans les chalets, en 2021, en janvier, j'ai fait une vidéo qui a eu comme 1 million de vues
sur les médias sociaux. Là, j'ai eu un article de Radio-Canada parce que j'avais donné une mauvaise statistique. Fait qu'ils ont fait un article pour moi pour essayer comme de tout m'enlever ma crédibilité. Wow. Puis tout de suite après, je leur ai répondu. Puis bref, j'ai continué de faire des vidéos. Puis j'ai touché au total 5 millions de personnes dans l'année avec les vidéos que j'ai faites. C'est incroyable, là. Félicitations. Puis c'est l'essence première du message que tu envoyais, c'était quoi, là? Est-ce que tu avais une mission un peu à travers ça? Ou? Ben, c'était vraiment juste de partager ce que je ressentais. Puis c'est comme en dedans de moi, ça bouillait, là. Surtout le vidéo en janvier, j'étais comme... Moi, je veux pas voir mes enfants grandir dans une société où est-ce qu'ils n'ont pas le droit de penser par eux-mêmes. Ils n'ont pas le droit de donner leur opinion. Où est-ce qu'on contrôle ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, ce qu'ils font. T'sais. Pour moi, je pense qu'il y a moyen de vivre en santé sans prendre des pilules, sans prendre des c'est ça, on le dira pas. Mais puis c'est ça, la nature est bien faite, le corps humain est bien fait, on est la nature est autour de nous et en nous, je veux dire, fait que c'est comme on est bien fait, là, le corps humain il est bien fait. Puis dans les médias, c'était comme si on disait non, on n'est même pas capable de parler de système immunitaire. Je veux dire, ça n'a même pas été une discussion pendant les 2 dernières années. Tu as une pandémie, tu as un virus. Puis comme on parle pas de système immunitaire, c'est comme fuck, genre notre corps, il est fait pour combattre des microbes, des bactéries. Comme constamment, on en a là, dans notre corps, en tout temps. Là, depuis que tu es né, puis jusqu'à aujourd'hui, tu as tout le temps eu des microbes, des virus à l'intérieur de toi. Fait que c'est comme pourquoi on n'a pas ces discussions-là? Je suis comme... Là, il fallait que ça sorte. C'était comme j'avais un message à donner. Puis c'était ça qui te choquait le plus. C'est comme on avait le point de vue d'une personne, mais qu'on a comme pas... Ça n'a pas ouvert à une discussion plus large, dans le fond. Là. C'est un peu ça qui exact. Qui c'est comme si c'était pas permis de parler de système immunitaire, d'être d'accord, de pas avoir la même vision des choses. Moi, personnellement, ma vision est plus... J'aime la nature, j'aime la vie, j'aime comme les choses naturelles. Puis pour moi, c'est plus vers ça que je veux me tourner pour vivre ma vie, pour guérir, pour bien être en santé. Il y en a qui aiment l'industrie pharmaceutique puis les médicaments, tout ça. Puis je trouve ça parfait. Si c'est ça qui te parle, toi, vas-y, mais... impose pas tes croyances sur moi. C'est comme... Moi, respect. Le respect. D'être dans l'accueil aussi de l'opinion des autres, finalement, puis de rendre ça normal qu'on pense pas tous pareil, puis que c'est correct. Il n'y a pas nécessairement à avoir un gagnant. Qui est meilleur que l'autre, exact. Ouais, c'est pas une compétition, là. C'est comme de ouvrir la discussion, puis de s'accueillir. Moi, c'est ça que j'ai retenu, justement, l'ouverture d'esprit, puis le respect. Dans le fond, c'est le message que tu voulais envoyer aussi. Ouais, beaucoup. C'est ça. Puis, fait que c'est ça. Puis ça m'a amené comme vers un chemin que là, j'ai lancé un nouveau média au Québec. C'est ça qui m'a comme... Parce que la vie, on dirait qu'elle me donnait le signe que c'est comme... Regarde, il y a un besoin, il y a quelque chose que tu fais bien, là, pour avoir ces résultats-là, comme sans trop forcer nécessairement. J'ai fait quelques vidéos, puis ça a comme ça... Wow. Ouais, ça c'est ça, ça a marché instantanément. Fait qu'il y a eu un besoin, ça a eu un impact, ça l'a parlé à plusieurs personnes. J'imagine que tu as eu des rebounds de ça. Ouais, c'est sûr, beaucoup de messages. Puis c'est ça, beaucoup de gens aussi m'ont écrit. Puis je suis quand même quelqu'un d'empathique. Puis j'essaie de développer, d'avoir une bonne écoute des autres, tout ça. Puis j'ai répondu à pas mal tout le monde qui m'ont écrit sur les médias sociaux. Puis j'ai eu des milliers et des milliers de messages de gens qui étaient comme hey, merci, merci, c'est exactement ça que je pense, puis j'osais pas le dire, puis là, ça me rassure de penser que je suis pas tout seul, puis c'est comme, beaucoup d'amour, un petit peu de gens qui étaient pas contents, mais comme, c'était comme 90% juste plein d'amour, puis de gens qui étaient comme bravo, merci, puis... Fait que, puis au travers de ça, d'écouter les témoignages des gens, parce qu'il y a bien des gens qui venaient vers moi pour se confier, partager leur expérience, dire, dans ma famille, on m'a renié parce que je pense différemment, ça a brisé des familles les 2 dernières années. Là. Ouais. Il y a eu beaucoup de dommages collatéraux, selon moi, qui sont peut-être plus grands même que ce que la maladie elle-même a fait. Puis on n'en parle pas beaucoup dans les médias. C'est ça, c'est comme tabou un peu, là, puis ça devrait pas l'être. Là, je veux dire, une société, on doit la regarder dans son ensemble, pas juste focuser juste sur un micro-aspect. C'est un peu un symptôme de la société moderne qu'on est rendu. C'est comme tout le monde est hyper spécialisé dans une... Tu regardes à l'hôpital, il y a un spécialiste pour chaque organe presque, comme un spécialiste du poumon, un spécialiste du cœur, un spécialiste de telle affaire. Mais comme le corps humain, c'est un ensemble, puis je veux dire,
la société aussi, c'est un ensemble. On ne doit pas regarder juste une petite parcelle. On doit regarder tout dans son ensemble. Si les gens souffrent de problèmes mentaux, puis d'anxiété, de stress, de dépression, comme énormément. Je pense qu'il y avait des statistiques qui sont sorties qui disaient qu'un jeune sur 2 était dépressif à l'école. Je veux dire, dans les 2 dernières années, à cause de toutes les mesures qu'on avait, puis les jeunes qui n'ont plus le droit de voir leurs amis, puis ainsi de suite. C'est grave, là, un jeune sur 2. Comme c'est notre futur, nos futures générations. Notre future génération, on est en train de... Fait qu'il faut en parler, il faut normaliser ça. Ça t'a-tu donné la flamme, justement, à ce moment-là, de comme prendre parole puis de vulgariser? Je pense que c'est un des talents que tu as aussi, de vulgariser des choses qui seraient peut-être plus complexes puis qui ne seraient pas nécessairement dans la compréhension de tous, mais de l'amener de façon accessible. Puis ça t'a-tu donné envie de continuer à prendre parole? Ouais. Je pense naturellement, c'est ça, j'ai comme compris ou j'ai pris conscience plus de ma force au niveau de la communication, de la vulgarisation. C'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire, un peu parler. J'avais commencé à faire des vidéos sur YouTube dans mon parcours, comme vers 18, 19, 20 ans. J'avais commencé ma chaîne YouTube, puis personne n'écoutait mes vidéos, puis c'est bien correct, c'était pas bon non plus. Mais faut commencer quelque part. Exact, mais je savais que j'avais cette idée-là que plus tard, je voulais faire, partager, échanger. C'était un peu inconscient plus que conscient. Je savais inconsciemment que c'était quelque chose que je voulais faire, comme communiquer, parler. Puis j'ai suivi cette voie-là, mais... Ouais, d'avoir ce feedback-là positif, ça m'a comme, OK, j'ai un talent peut-être pour ça. Ça m'a comme donné confiance, puis ça m'a donné le goût de continuer d'approfondir ça. Là. Puis avec ton projet, justement, qui est Libre Média, c'est la continuité un peu de ce cheminement-là, j'imagine? Ouais, exactement, parce que, j'étais comme, comment je pourrais avoir plus d'impact encore que juste moi faire des vidéos. Oui, c'est beau, ça a comme des milliers de vues, des partages, tout ça, mais comment concrètement ça peut changer la société? Fait que là, je réfléchissais à une façon d'amener ça plus loin encore, d'avoir plus d'impact. T'as un besoin d'avoir un impact justement sur les autres, là. C'est ça qui t'a amené là? Ouais, beaucoup. Puis au début, c'est ça, quand... J'ai compris de plus en plus dans les 10 dernières années que au final, au début, je voulais devenir riche, puis comme, j'étais comme la liberté, l'abondance financière, comme c'est ça qui m'a comme accroché qui m'a amené dans ma mission de vie, je dirais, ou dans mon parcours, comme le Hero's Journey que j'appelle. Mais comme au fur et à mesure de progresser dans mon parcours, ça, j'ai compris ce que je voulais, c'était juste de l'impact, aider, servir le monde, dans le fond, de mes talents, puis pouvoir me développer moi-même, puis aider les autres à se développer. C'est-tu le plus grand changement ou la plus grande réalisation que tu as faite à travers ce cheminement-là? J'imagine qu'il y a beaucoup de choses que tu as compris sur toi, puis que justement, il y a des valeurs qui ont évolué là, à travers tout ça. Oui, vraiment. C'est sûr que il y en a plein là, de réalisations. Je dirais pas que c'est comme la plus grosse nécessairement, mais... si on y va, là, ça serait quoi là, les prioritaires, mettons, là, que tu constates que il y a une vision qui a changé en toi ou qui a évolué? Oui, mais je pense que la personne que tu deviens en poursuivant tes rêves, c'est plus important que d'atteindre des rêves. Comme ça, c'est... Donc, plus être moins axé sur peut-être le résultat. Juste moins focusé juste sur le résultat. C'est comme focusé sur le processus pour te rendre à tes objectifs. Puis tes objectifs, tes rêves vont changer en cours de route aussi, probablement. Tu sais pas exactement où est-ce que la vie va t'amener. Puis ça, je pense qu'il y a une grande force à lâcher prise, en fait, dans le fait de comme se laisser guider par la vie. Moi, ça a été... Ça, c'est un des plus gros apprentissages, je te dirais. Ouais. Surtout dans la dernière année, de comme plus faire confiance à la vie ou comme l'univers, peu importe comment tu veux l'appeler, Dieu, je sais pas, tu sais, il y a plein... Mais c'est ça, tu sais, l'ego veut comme contrôler, c'est moi qui va décider où ce que je m'en vais, c'est moi qui va... Puis moi, j'étais très, très... rigide là-dedans parce que tu voulais que ça fonctionne. Donc, c'est ça, je vais y arriver. Peu importe combien de fêtes il va falloir faire. T'allais à la guerre, là, t'allais te battre, là, finalement. J'allais me battre, c'est ça. Marc, souvent, il a une belle vision là-dessus. Il est comme, arrête de te battre, je vais choisir dans le champ des infinies possibilités, décide ce que tu veux, puis ramène-le, mais c'est comme...
soit que tu te bats avec le 99%, tu sais, puis là, c'est dur, puis là, tu sais, c'est comme... Ou soit que c'est comme, regarde, lâche prise, accepte comme qu'est-ce qui est là, en ce moment. Ce qui se présente, comme quoi que les choses que tu dois vivre va se présenter, que tu n'as pas nécessairement à... Forcer les choses, forcer le destin. Ou comme, c'est comme... C'est pas censé être dur, puis comme... je te comprends 100%. Moi, j'ai eu longtemps l'impression c'est quoi, de pagayer à contre-courant. Comment ça avance pas comme je veux? Mais c'est ça, il y a une question de confiance, comme tu dis. Lâcher prise. Ça partait peut-être de mon côté d'un manque de confiance en moi, tu sais, puis d'une volonté, puis d'une drive. De vouloir te prouver, peut-être, ou... Oui, tout ça, de vouloir montrer, là. Tu sais, je pense, moi, c'est beaucoup vouloir montrer à mes parents, là, moi, si je suis capable, puis, tu sais, ils allaient être fiers de moi, puis tout ça. Puis, en tout cas, des fois, c'est ça, tu fais des grosses réalisations, tu sais, quand tu rentres dans le monde du développement personnel, puis de la spiritualité, de, comme, prendre plus de temps avec toi-même pour te connaître, aller faire un voyage intérieur, tu sais, d'aller comme vraiment découvrir qu'est-ce qui se cache là, tu sais, puis tes peurs, tes blessures, tout ça, puis c'est à l'infini, là, tu sais, le cheminement, là, finalement, puis autre que ça, y avait-tu d'autres points, tu sais, que tu as pris conscience par rapport, bon, tu disais ta vision par rapport à l'argent a changé, là, tu me disais aussi que connecter de plus en plus à ton énergie féminine et que tu étais de les plus polarités, en plus... Ouais, c'est sûr. Je pense que ça c'est ça. Ça aussi, c'est dans la dernière année, plus... puis ça fait partie des réalisations de lâcher prise un peu aussi. Tu sais, le féminin, la polarité féminine, parce qu'il y a les hommes, les femmes, puis il y a la polarité masculine et la polarité féminine. Il faut bien distinguer ça, tu sais, parce qu'un homme a la polarité féminine et masculine, une femme a la polarité masculine et féminine, puis... on a tendance des fois à voir ça séparé, justement, ou tu sais, un gars c'est fif, tu sais, comme comme une vision un peu étroite, là. De l'homme, qu'est-ce qu'un homme doit être, puis même chose pour une femme, là. Il y a comme un moule un peu, là, si on peut dire. Exact. Mais dans l'énergie féminine, dans la polarité féminine, c'est l'accueil. L'accueil, tu sais, le masculin, tu sais, pénètre, donne, le féminin reçoit, tu sais. Puis c'est quand tu veux forcer la vie, tu sais, t'es dans le masculin, t'es comme, c'est moi qui décide, c'est moi qui va y arriver, c'est comme, c'est rigide, puis axé sur l'action aussi, les accomplissements. Beaucoup. Exact, ouais. Puis le féminin, ben, c'est j'accueille qu'est-ce qui est, tu sais, je suis comme, bon, tu sais. Fait que là, tu sais, c'est ça, de réaliser toutes ces choses-là, ça m'a permis de plus m'accueillir, plus accepter. Moi, ça a été un lâcher-prise de justement fonder Libre Média, puis de m'éloigner un peu de l'immobilier pour l'instant, tu sais, j'avais ma compagnie de gestion en immobilier, j'ai un immeuble commercial. Puis là, ben, je suis en train de vendre ça, de comme carrément juste me lancer dans le monde plus de la communication, le coaching, puis mes forces naturelles, je dirais, ou, tu sais, comme... Mais pour ça, il a fallu que je laisse aller comme une partie de mon ego, une partie de mon identité qui était plus accrochée au gars des affaires qui va réussir dans l'immobilier et devenir millionnaire avec l'immobilier, les portes. C'est ça, exact. Fait que c'est-tu un certain temps de genre de bataille un peu intérieure entre justement ton côté peut-être qui serait plus bon dans la spiritualité, puis ton côté qui était plus axé sur justement bon l'argent, la réussite, les affaires. Y a-tu une période un peu de bataille intérieure que tu essayais de tout jumeler ça ensemble? Ouais, vraiment. Justement, dans la période du chalet, comme avec mes chamans, c'est exactement là que ça s'est brisé, puis que j'ai comme plus accueilli, j'ai plus accepté le domaine de la spiritualité, puis j'ai commencé plus à en parler ouvertement après ça. Tu sais, j'avais... fait que ouais, c'est ça, c'est un processus. Ouais. Mais oui, c'est vraiment... Ça a été une grosse lutte, bataille intérieure de comme business, spiritualité, puis on dirait que c'était comme les deux pouvaient pas cohabiter, puis à un moment donné, au chalet, deux de mes chamans m'ont fait rencontrer une médium, ils m'ont... au téléphone au début, tu sais, après je l'ai rencontré en personne, mais au début elle me parle au téléphone puis j'ai jamais parlé, j'ai jamais dit rien, puis je suis quand même encore très sceptique, même encore aujourd'hui, je pense que c'est sain d'avoir comme
d'avoir un certain... d'être sceptique, tu sais, d'être rationnel quand même, de pas croire tout aveuglément. C'est très sain. Mm-hmm. Fait que, mais à cette époque-là, j'étais très, très sceptique. Puis là, c'est ça, c'est une des premières fois, je pense, que j'ai parlé à une médium, puis elle me parle au téléphone, elle dit « Toi, t'as de la misère à décider entre la spiritualité ou la business, hein? » Elle me dit ça, là, je suis mon Dieu! Comment tu peux le savoir? Genre, j'ai pas rien dit, comme... Elle me parle, puis elle ressent ça, puis elle dit « Tes anges, ils te disent de telle affaire, là, je suis comme... C'est des expériences comme ça que quand tu vis, puis on dirait qu'il n'y a pas d'explication logique qui peut vraiment l'expliquer, autre que comme elle se connecte peut-être au champ de la conscience, puis capable de capter des choses, des messages. À ressentir des trucs. Ou... Ouais. C'est quoi le message? Hein? Le fameux message, y avait-tu une je pourrais pas te dire toute la conversation mot pour mot, mais en gros, c'était beaucoup ça qui est revenu. C'était le fait d'accueillir encore plus cette sphère-là de toi, peut-être? Ouais. D'être capable... Elle dit les deux peuvent coexister. Les deux peuvent comme... T'as pas besoin de choisir entre la business et la spiritualité. Tu peux faire les deux, genre, comme... C'était juste une illusion, moi. C'était une illusion que j'avais que les deux étaient séparés puis que je pouvais ça pouvait pas coexister, dans le fond, tu sais. Pourquoi pas, tu sais. C'est juste qu'au final, des fois, on regarde qu'est-ce que les autres font ou on regarde qu'est-ce qui est bien vu par la société ou là, puis là, on essaie de fitter dans le moule sans des fois trop se l'avouer même, tu sais, juste inconsciemment. Ça peut se faire inconsciemment, tu sais, on veut fitter, on veut pas trop déranger, on veut être accepté. Ça fait toute partie de notre ADN. En tant que tribu, c'est comme tu voulais pas être exclu de la tribu parce que t'étais en danger de mort si tu te faisais exclure dans le temps où est-ce que on vivait dans des sociétés des plus archaïques. Mais bref, fait que c'est ça, tu sais, c'est comme... c'est une illusion, des fois. C'est comme tu peux vraiment être toi-même à 100% sans nécessairement ressembler aux autres. Puis c'est comme souvent, le secret, il est là. C'est quand t'es dans ton unicité, quand t'es genre vraiment connecté à quitter toi-même. Puis fait que t'as créé ton monde un peu à toi, là, à travers ça. Puis maintenant, est-ce que justement, t'as encore cette attirance-là vers le côté business? Puis les deux cohabitent mieux, est-ce que c'est plus fluide? Ouais, vraiment, vraiment. Puis là, tu sais, j'adore la business. Pour moi, c'est ce qui m'a accroché à 14 ans. Puis je trippe encore autant à lire des livres de business, à regarder des hommes d'affaires ou des business qui réussissent bien. Comme je regarde qu'est-ce qu'ils font, j'analyse tout le temps. Tu sais, puis je suis tout le temps en train de penser à des idées de business. Tu sais, ma blonde te dirait, je sors GoDaddy tout le temps. Dès que j'ai une idée de business, je suis comme, OK, ça, ce nom-là, il est-tu disponible? .ca, .com, on passe. J'en ai plein, tu sais, de réserver déjà des idées dans le futur que je veux. Ouais. Tu manques pas d'idées, là. Non. Peut-être que je manquais de temps dans ma vie pour toutes les réaliser, mais... C'est ça, puis c'est la patience aussi, comme tu disais tantôt, de laisser les choses aller, tu sais. Puis je serais curieuse de savoir, justement, avec ta femme, parce que vous êtes maintenant unis, là. Ouais. Félicitations. Puis je sais que c'est une longue relation, ça fait 8 ans que vous êtes ensemble, tu sais. Puis je voulais qu'on en jase, parce que c'est complexe d'évoluer déjà avec soi-même, puis d'évoluer avec une autre personne. Comment ça a été, tu sais, est-ce que vous êtes accompagnés là-dedans? Est-ce que vous avez beaucoup changé, évolué les deux, là, j'imagine, à travers tout ce processus-là qui est la vie? Absolument. Puis, ma blonde est bonne. Tu sais, comme je veux dire, on a vécu beaucoup d'épreuves, puis, tu sais, ça a été très challengeant. Mais on a toujours été... moi, il y a un des mentors que j'ai eu assez tôt dans ma vie qui m'a beaucoup aidé comme à être comme mon modèle masculin, si on veut, comme un peu mon deuxième père, puis qui m'a instauré des valeurs de couple qui m'ont, je pense, permis de créer une relation forte avec Audrey. Fait que j'ai tout le temps été très, très direct, tout le temps dit ce que je pensais avec elle, puis ça tu sais, même quand c'est laid, même quand, tu sais, regarde, en tout cas, je sais pas, il y a des affaires, je sais pas si je veux dire, mais c'est ça, tu sais, j'ai tout le temps été vraiment direct, authentique, raw, puis je pense qu'il y a beaucoup de force là-dedans de pas cacher des choses, pas, tu sais, si t'as un désir pour une autre personne, ou tu sais, comme, même des choses comme ça, d'en parler, de pas... D'être vraiment dans un amour universel, dans le fond. Inconditionnel, ouais. Inconditionnel, puis de se montrer vraiment tel qu'on est, là. Ouais. Dans
dans tout, là, autant dans tous les aspects, nos faiblesses, nos remises en question, et tout ça. Ouais. Fait que j'imagine d'avoir une part de vulnérabilité dans le couple, ça aide aussi à solidifier à ce moment-là. Tu sais, quand tu vois, bon, l'autre personne accueille ça, est capable d'accueillir cette part-là de moi, tu sais, puis elle peut aussi m'aider, tu sais, puis vous aider mutuellement, j'imagine, dans ce processus-là. Là. Ouais. Puis pas avoir peur c'est ça, s'il y a quelque chose qui te dérange chez l'autre, de le dire aussi, s'il y a quelque chose que, tu sais... de pas refouler des trucs. Ouais, exact. S'il y a quelque chose qui te dérange, puis là, tu le refoules, c'est correct un temps, mais au final, à moyen long terme, ça va finir par péter parce que tout ce que tu refoules, comme à quelque part, il va ressortir à un moment donné. Fait que ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Non. C'est pas comme on s'imagine les longues relations. Mais je trouve ça important d'en parler, tu sais, parce que c'est ça, on peut s'imaginer que ce n'est pas normal d'avoir des discussions, des désaccords ou des trucs de même. C'est moi, exemple, avec mon copain, je pense que je recherchais beaucoup la passion, là, la flamme du début, l'engouement, puis ça n'a pas été ça au début. Puis je me posais des questions, est-ce que genre, il m'intéresse vraiment, puis tout ça, mais j'avais un intérêt, piqué ma curiosité, puis je sentais une certaine connexion, puis nous, on a eu beaucoup, la première année qu'on a été ensemble, on a eu beaucoup pas de chicanes, mais je trouve qu'on a dû beaucoup parler pour s'entendre parce qu'on est super différents, mais j'ai comme l'impression qu'on est rendu à un stade que justement, les plus gros enjeux, j'ai l'impression, là, il va sûrement en avoir bien d'autres, là, mais jusqu'à maintenant, les plus gros enjeux de notre personne, de notre couple, on les a déjà abordés. C'est comme direct en partant. On est allé. Vous étiez aussi dans le COVID, je pense, puis vous avez déménagé quand même rapidement ensemble. Il me semble que tu me disais. Là. Fait que c'est sûr que ça force le fait de confronter nos petits dark side ou nos... Ben, c'est ça. C'est parce que tu te retrouves plus rapidement dans un cocon comme avec la personne. Il y a moins de superficiel, on va dire, mettons, des sorties ou des événements. De possibilité de t'échapper. Là, exact. Fait que c'est vraiment, t'es confronté à toi-même à ce moment-là, puis t'es confronté à l'autre vraiment dans son naturel. Puis on passait beaucoup de temps ensemble parce qu'on était justement dans le confinement. Ouais. Mais tu sais, je pense que aussi, moi, j'ai un grand besoin de communiquer des choses. Lui, il y a une bonne écoute. Merci, mon amour. J'essaie aussi de l'écouter, puis c'est un échange. Ouais, mais c'est ça, c'est que on a cette capacité-là, là, de vouloir comprendre l'autre plus profondément, je pense. Ouais. Puis je trouve que ça nous a solidifié. Mais ça a été difficile aussi, là. Parce que c'est pas... comme tu dis, des fois, il faut que tu nommes des trucs qui vont pas plaire à l'autre, qui sont difficiles. Là. Ouais. Puis un couple, c'est comme une danse, là, je veux dire. Puis pour danser, il faut que tu sois deux à vouloir danser. Puis comme c'est essentiel, ça, là, de vouloir chacun, un puis l'autre, se comprendre, puis être capable de pas juste focusser sur soi, tu sais, quelqu'un qui est très, très égocentrique, qui veut pas vraiment, qui a pas une ouverture sur l'autre assez grande, qui a pas le désir de vouloir comprendre l'autre personne, tu sais, ça va être difficile d'avoir une relation avec quelqu'un comme ça, je pense, à long terme. Puis c'est soit que tu réussis à faire réaliser que ça, le fait qu'une personne est trop centrée sur elle-même, mais ça prend vraiment ce désir de danser à deux-là, ce désir de s'écouter, de se dire, OK, l'autre a des défauts et des qualités. Moi, j'ai des défauts et des qualités. Probablement que je vois plus mes qualités que mes défauts. Souvent, dans la vie, c'est comme ça. On a de la misère à avoir une distance face à nous-mêmes parce qu'on est là, on est dans... On n'a pas de recul, tandis que l'autre voit plus facilement nos défauts, voit plus facilement les choses. Fait que c'est normal qu'il te les reflète plus. Exact, qu'il est noble. Ça, c'est moins... C'est plus inconfortable, mais... Ça peut faire chier, puis ça peut être tough à entendre, ou comme tu veux, des fois, tu refuses de l'entendre même. C'est comme, non, je suis pas de même, mais c'est comme l'autre. Ouais, c'est ça. Mais... C'est un beau travail sur soi, justement, d'aimer, tu sais, puis d'être avec une personne, justement, qui peut te faire voir certaines facettes de toi, mais tu sais, c'est toujours, c'est ça, dans l'accueil, là, finalement, là, puis l'ouverture, là. Ouais. Je pense que c'est là Je pense que le couple, c'est un outil d'évolution vraiment incroyable, là. C'est comme, il y a pas grand-chose d'aussi powerful. Ben oui, exact, là. Comme si tu veux rester longtemps avec quelqu'un, puis
garder la flamme, garder l'amour, c'est comme, faut... c'est ça, c'est pas un long fleuve tranquille. En tout cas, de mon expérience à moi, on a eu des hauts, des bas, des chicanes, des moments où on n'était pas... d'accord. Puis, tu mentionnais tantôt, justement, tu parlais d'avoir du désir pour une autre personne. Est-ce que vous avez éventuellement comme repensé un peu votre relation? Tu sais, maintenant, avec qu'est-ce qui existe, il y a plein de possibilités qui s'ouvrent à nous. Là, le polyamour. Ouais, c'est ça. Ouais, exact. Ben, on a expérimenté un petit peu. Je te dirais, tu sais, comme justement, tôt dans notre parcours, on s'est dit, c'est quoi qui pourrait être les plus grands obstacles, mettons, à ce qu'on passe notre vie ensemble. Parce qu'après, mettons, 2-3 ans, on se dit, OK, j'aimerais ça passer ma vie avec toi. C'était comme... Mais là, qu'est-ce qui potentiellement pourrait être un obstacle à ça? Sur le long terme, là, ouais. Puis souvent, ben là, je vais coucher juste avec toi pour le reste de ma vie. De mon côté, c'était surtout ça. Audrey, un petit peu moins, mais... Okay. Fait que, tu sais... Puis elle a eu un de ses ex qui l'avait trompé, puis ça l'avait pas dérangé. Comme, toutes ses amies filles étaient comme... Esti, tu vas-tu y casser la gueule? Tu vas-tu, tu sais... Tu vas te venger. Ouais, c'est ça. Puis elle était comme, ben... Non, ça me dérange pas tant que ça, tu sais. Puis... Fait que ça... Fait qu'elle avait une ouverture à ça. Puis, c'est ça, à un moment donné, au fil de notre relation, après une couple d'années, quand même, c'est pas venu au début, mais quand on avait des bonnes bases solides, ben, tu sais, on a expérimenté, elle m'a laissé la porte ouverte de Vous avez discuté, j'imagine, de ça. Tu sentais une ouverture, t'as été capable de nommer ce besoin-là, ce désir-là. Ouais. Ça a été, c'est ça, beaucoup de discussions, tu sais, on communique beaucoup. Pas du jour au lendemain, c'est arrivé, j'imagine. Non, c'est ça, on communique beaucoup, moi puis Audrey, puis ça a été au fil de plein de discussions, puis de notre évolution, puis à un moment donné, c'est juste, c'est arrivé, tu sais, mais on l'a toujours fait dans le respect, puis on n'a pas suivi nécessairement... T'sais, on n'a pas regardé à l'extérieur pour savoir comment que ça fonctionnait. On l'a fait juste selon notre flow à nous, puis on s'est suivi comme on s'est écouté, puis tout le temps dans le respect de l'autre. Puis c'est ça. Des fois, par contre, ça m'a amené, moi personnellement, à réaliser que ça pouvait comme me consumer si j'avais trop si je me laissais trop aller, admettons, à vouloir comme... S'ouvrir à d'autres personnes. Exact, puis... de trop focusser à... Parce que c'est une énergie puis du temps que tu passes avec une autre personne aussi que... Tu sais, on s'entend que nos ressources de temps sont quand même limitées, là. Fait que c'est de se partager aussi avec une autre personne ton temps et ton énergie, là. Exact. Fait que ça, c'est... Des réalisations à travers le processus. Ouais, ça aussi, ça fait évoluer beaucoup. Puis, que ça a été du positif, finalement, pour vous? Ou finalement, ouais, vraiment. Ouais, vraiment du positif. Puis je pense surtout, ce qui est très, très positif, c'est d'être capable d'avoir des conversations, de justement pas refouler certaines choses comme ça. Que, tu sais, à des moments dans notre relation, je pense qu'on a eu, tu sais, notre vie sexuelle qui était moins épanouie, mettons, à certains moments dans les 8 ans, tu sais, mettons, je pense, entre autres, à, mettons, tu sais, en tout cas, tu sais, bref, la grossesse, tout ça, il y a plein de... Ça change plein de choses. Hormonalement, l'énergie. Exact. Puis d'agencer tout ça, les épreuves aussi au travers du temps, que au niveau professionnel, ça affecte ta vie personnelle aussi, t'es moins dedans, ou tu sais, quoi que ce soit. Fait que pour travailler la chimie, tout ça, je pense que ça a été très bénéfique d'être capable d'ouvrir la discussion, d'être capable de se parler de ces choses-là, de pas enfouir, puis de pas, tu sais, il y en a beaucoup, je pense, qui le font, tu sais, ils vont tromper sans le dire, tu sais, nous autres, ça a tout le temps été... Tu sais, si j'ai eu une expérience avec une autre femme, je l'ai demandé à Audrey avant, puis j'ai jamais, tu sais, on respectait une certaine façon de faire. Il y a comme des petites règles, si on peut dire, établies entre vous, là. C'est ça, de respect, que, tu sais, comme constamment, étais-tu correct avec ça, étais-tu, tu sais, puis tout le temps s'assurer que ça soit fait. Mais même si on avait ces précautions-là, ça a quand même amené, tu sais, un peu des défis, c'est clair. Ouais, des défis, exact. Ben, c'est sûr. Mais moi, je trouve ça inspirant, ce modèle-là. J'aimerais ça peut-être... Tu sais, ça me rejoint, ça me parle dans l'amour inconditionnel, justement. Je pense que c'est à ça que j'aspire. J'ai toujours une ouverture vers le couple ouvert. Peut-être pas pour les bonnes raisons au départ. Parce que j'ai déjà trompé dans ma vie. Tu sais, j'ai beaucoup de culpabilité en arrière de ça, de comme...
pourquoi, genre, la monogamie, ça fait pas avec moi. Puis, tu sais, je pense que je l'ai comme vu comme une possibilité parfaite. J'aurais pas ce casse-tête-là à dealer avec la monogamie ou quoi que ce soit. Ouais. Mais... Tu vois, ça amène d'autres casse-têtes aussi. Mais là. non, c'est clair, c'est c'est pas une formule miracle. Là. Exact, d'une forme ou d'une autre, il y a des points positifs, des points négatifs, Ouais, mais je trouve ça beau. En fait, ce que je trouve beau, c'est d'être en mesure d'en discuter. Tu sais, juste qu'il y a une ouverture à mettre complètement son ego de côté, puis de vouloir vraiment le mieux pour l'autre personne, de vouloir que l'autre s'épanouisse, vive des expériences, pas juste avec nous. Dans le fond. C'est ça que je trouve beau, parce que ça demande tellement de l'humilité, la confiance en soi, la confiance en l'autre, pour vraiment laisser l'autre personne dans une liberté totale, puis de quand même lui confier tout ton amour. Là. Genre, moi, je trouve ça... Il y a quelque chose là-dedans que je trouve ça vraiment beau. Là. Puis, tu sais, j'ai peut-être voulu sauter des étapes un peu avec mon copain, j'en ai parlé direct en partant, puis il y a une ouverture à ça, mais... ça, ma pensée a évolué par rapport à ça que, tu sais, là, on construit notre amour, justement. On construit notre confiance en ce moment, là, tu sais, avant de penser, justement, à ouvrir vers une autre personne. On a comme mis ce projet-là sur pause. Il est stand-by. Finalement, peut-être que je vais jamais ressentir ce besoin-là, mais... Exact, ça peut évoluer. Nous autres aussi, en ce moment, c'est plus stand-by. J'ai eu quelques expériences, tout ça. Puis à un moment donné, moi, ça venait quasiment à m'obséder, genre, comme partout où j'allais, il y avait des occasions comme de voir d'autres femmes, puis là, on dirait que ça prenait trop de place dans mon esprit, puis je devenais ça venait à me consumer, ou à comme je pouvais pas avoir le contrôle sur mon énergie, mon focus, mon attention, tu sais, puis là, c'est ça, à un moment donné, j'ai réalisé, OK, c'est peut-être pas c'est peut-être pas bon là, pour l'instant, fait qu'on a mis ça sur hold, puis je veux dire vous vous adaptez, puis ça va peut-être revenir, repartir, c'est ça. Vous vous adaptez en fonction de comment l'environnement, puis de votre situation là, finalement là. Exact, j'imagine. Cool, je trouve ça intéressant. On achève l'entrevue, fait que j'aimerais ça savoir, tu sais, en ce moment, qu'est-ce que tu fais pour être bien, puis tu sais, continuer justement ton évolution, où tu en es à travers comme tes outils ou tes habitudes, routines que tu fais en ce moment? Ben c'est ça là en ce moment, je te dirais routine, habitude, beaucoup le gym, le sauna. Moi, je suis un grand fan des saunas, bain de glace aussi. Ah ouais. Ça fait tellement du bien. Ouais, on aime bien ça aller au spa avec Audrey, tu sais, une fois par mois au moins. Idéalement, même à chaque 2 semaines, tu sais, d'aller une petite date au spa. On fait le circuit chaud-froid. C'est comme ça relâche tellement le stress, c'est incroyable. Au gym, j'ai un sauna aussi, fait que j'en fais quand même régulièrement. Sauna, douche froide. Aussi de s'assurer l'utilisation du cellulaire, faire attention. Ça, c'est des habitudes que j'ai incorporées. T'sais, nos cellulaires, ils restent loin de notre chambre quand on s'en va se coucher. T'sais, le soir, tu comme une heure que... Ouais, vers 9h30, 10h, on tasse les cellulaires, puis on s'enligne plus pour le coucher. Connecter ensemble, finalement. Ouais, exact. Vous enlevez cette distraction-là. Exact. Boire de l'eau le matin, très important, ma routine. C'est des outils, beaucoup d'outils que j'ai développés au fil du temps, que je sais vers quoi me tourner quand j'ai le besoin, là, tu sais, fait que... Ouais, puis es-tu plus à l'écoute de toi-même, justement, en fonction de... Que tu te réveilles une journée, puis t'es comme... j'évalue un peu mon niveau d'énergie. Aujourd'hui, je vais faire ça. Ou tu sais, t'es-tu comme y a-t-il une rigidité dans ta routine ou c'est vraiment fluide? Beaucoup moins de rigidité, je dirais. Ouais, c'est plus fluide. Puis c'est ça, tu sais, il y a d'autres outils comme Wim Hof. Ça en est un gros pour moi qui a été un life game changer. Là, ouais. La technique Wim Hof de respiration. Fait que ça, tu prends comme 30 inspirations, t'expires, là, tu retiens ton souffle. Après ça, tu reprends une grande inspiration. Il y a une application que tu peux télécharger même sur... C'est un genre de breathwork, là? Breathwork, exact. Technique de breathwork. Moi, je vois ça quasiment comme une forme de méditation / respiration. C'est comme un peu un mix des deux, de breathwork et de méditation en même temps. OK. Puis
Puis moi, ça fait comme 5 ans que j'utilise cette technique-là, puis souvent, je le fais. Tu sais, admettons, avant de faire une vidéo, ça m'aide à me focusser mon attention, à être comme vraiment comme ça aiguise mes sens, ça amène de la clarté dans mon esprit. Plus de conscience, genre. Ouais. Dans ce que tu fais. Ouais, fait que des fois, je sais que si je file pas, tu sais, je fais un Wim Hof, tu sais, en 15 minutes, ça change mon état complètement. Ben, on a une trampoline à la maison aussi, je saute sur la trampoline. Ça, tu sais, 2-3 minutes sauter sur la trampoline, comme ça shake toute l'énergie que t'as dans ton corps, des fois qui est un peu... Il y a des blocages, là. C'est... Ouais, qui est pas fluide, exact. Fait que, tu sais, ça te libère ton énergie. Fait qu'il y a plein de choses comme ça, des outils que j'ai développés avec le temps. La méditation. Est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques? Ben, présentement, beaucoup Wim Hof. Pour moi, c'est comme une forme de méditation parce que quand tu fais tes respirations, à un moment donné, tu retiens ton souffle pendant comme 2-3 minutes. Puis, quand même. Puis là, tu tombes dans un état méditatif. Puis c'est une méditation rapide. Il y en a qui méditent 1 heure, 2 heures de pleine conscience. Moi, je sais pas, avec le style de vie que j'ai présentement, c'est pas, ça fit pas moi, tu sais. Mais c'est ça qui est beau aussi de la vie, c'est comme qu'est-ce qui marche pour moi marchera peut-être pas pour toi, qu'est-ce qui marche pour toi marche peut-être pas pour moi, on est tous différents, puis c'est d'apprendre à se connaître, puis d'expérimenter. Expérimenter, c'est ça. Plus t'expérimentes, plus t'as comme d'outils dans ta boîte à outils, puis t'es comme, ben là, c'est ça que je vais faire, là, c'est ça que j'ai besoin, un thé. C'est ça, il n'y a pas nécessairement de formule miracle, on peut dire, suis ce chemin-là, ça va faire pour toi, tu sais, c'est de, justement, s'ouvrir aux outils qui peuvent se présenter, qu'on a accès, puis d'expérimenter, dans le fond. C'est ça. Puis de voir là, peut-être c'est un trip de moche que ça te prend, là. T'es trop Moi, j'étais trop loin. Là, c'est comme, tu sais. Ça serait pas la première étape que je conseillerais. Non. Et ça, tu peux être confronté à beaucoup de choses. Ouais, ça peut être bon. Si écoute, tu sens l'appel. Tous les moyens sont bons. J'aimerais ça qu'on conclue avec ton projet, le Libre Média. On en a parlé brièvement, mais tu sais, plus en profondeur un petit peu, c'est quoi cette mission-là, puis de quelle façon on peut t'encourager à travers ça? Exact. Ben, dans le fond, suivre libremedia.ca. Présentement, je sais pas quand le podcast va sortir. C'est sûr que là, les prochaines semaines, mais... On a fait comme une levée de fonds. Peut-être là, on va lancer on lance la plateforme comme on a plusieurs étapes notre but, c'est d'établir un nouveau média mainstream au Québec. Fait que, quand tu dis mainstream, c'est mon anglais. Mainstream. C'est quoi exactement? Tu parles à télévision, radio? Ben, tu sais, un média... Mainstream, c'est comme principal, mettons, pour compétitionner avec la presse québécois, qui est Journal de Montréal, TVA et toute compagnie, là, Cube, Cube Radio, tout ça. Fait que notre objectif, c'est vraiment d'être journal, radio, télé, produire des séries, des documentaires. Fait qu'on a vraiment l'ambition d'amener ce nouveau média-là au Québec dans le... ce ne sera pas un média alternatif. On veut que ça prenne la place centrale dans la société puis que tout le monde puisse aller s'informer, avoir accès, puis avoir accès à des nouvelles, surtout qui sont présentées de façon qu'on présente les deux côtés de la médaille, qu'on régurgite pas l'opinion dans la tête, devant les gens. Moi, je trouve qu'il y a des journalistes qui dans les 2 dernières années, là, pendant la COVID, qui insultaient des gens, qui étaient comme, si les gens dans votre famille pensent différemment, couper les liens. Comme, des affaires comme ça n'a pas sa place dans notre société. C'est pas l'attitude que des leaders devraient avoir dans notre société. Fait que l'objectif, c'est de créer un nouveau média qui est plus humain, plus bienveillant, rigoureux, mais on a... Dans l'ouverture aussi. Exact, dans l'ouverture. Puis, je veux dire, on est dû, en fait, pour un nouveau média au Québec. La dernière fois qu'il y a eu un gros nouveau média qui a été créé, c'est TVA, québécois. OK. Avec Journal de Montréal, dans le temps de Pellado, le père, qui a fondé ça dans les années 50-60, je pense. Fait que, on est mûr pour comme un nouveau média au Québec là, qui appartient pas nécessairement, qui est pas lié, qui a pas de conflit d'intérêt avec le gouvernement, qui est plus axé vers le nouveau monde aussi, vers la jeunesse, la nouvelle génération. Puis c'est ça notre objectif de créer quelque chose de rassembleur, puis qui nous permette d'évoluer toute la société vers... ça va toucher toutes les sphères au niveau des sujets, actualité, spiritualité. Oui, éventuellement c'est cool. sûr que on veut justement amener une ouverture à ça sans tomber dans l'ésotérisme ou quelque chose de
Mais de juste se questionner, amener une ouverture face à plein de choses. Puis je pense qu'on a un besoin de ça, on a un besoin de reconnecter à la nature. Je pense qu'on a vécu une époque beaucoup très, très matérialiste. On regarde le monde juste parce qu'on est capable de percevoir, de voir tout ça, qu'est-ce qu'on peut analyser sur un microscope ultra matérialisme scientifique, tu sais, mais je veux dire, l'amour, t'es pas capable de prouver que ça existe avec un microscope, là, mais tout le monde sait que l'amour, ça existe. Ça. Exact. Tu l'as déjà ressenti si t'es un enfant, je veux dire, tu t'aimes, si t'es un chum, une blonde, peu importe, mais c'est comme, c'est ça. Fait que on a un besoin, je pense, en tant qu'humanité, que société, de se reconnecter à nos racines, à la terre mère, à la nature, puis c'est ce qu'on veut comme encourager. Là, c'est tellement un beau projet. Là. Ouais. Mais c'est un gros projet. Ouais. Mais c'est incroyable, c'est fabuleux. Puis, écoute, c'est sûr, je vais mettre les liens dans la description du vidéo. Puis, dans le fond, une façon de t'appuyer là-dedans, ce serait d'aller visiter. Ouais. Ben, de suivre ça. D'en parler, de share. D'en parler, share surtout, exactement ça. Parce que présentement, il y a un peu de censure sur les médias sociaux. Tout ça, on se fait... Ah ouais? Ouais, c'est plus difficile de faire passer le message. Les grands médias sociaux, ils contrôlent un petit peu l'information, qu'est-ce qu'on est capable de voir avec tout, tu sais. Puis, fait que c'est sûr que partager en grand nombre, ça nous aide là, à faire connaître. Puis, cool. Ouais. Puis je sais que tu t'es lancé aussi dans la dernière année, je pense, en coaching. Je sais pas si c'est dans la dernière année. Ouais. Puis, est-ce que tu as des programmes ou c'est des services one-on-one? Ben, on a un programme, en fait, avec ma femme Audrey, justement, qu'on fait ensemble. Ça s'appelle Libère ta puissance. On a un groupe sur Facebook qui est gratuit aussi, que les gens peuvent aller joindre. Puis on a des formations aussi disponibles. Je suis en train d'en finaliser une sur la communication, l'influence aussi. Très nice. Fait que, ouais. Cool! Plein de projets. Ben, félicitations pour vrai. Puis un gros merci pour ton temps et la belle discussion. Yes, merci beaucoup.